Chers amis d'Omerta, bonjour, merci de nous avoir rejoints pour ce nouveau grand entretien. Avant de démarrer, je vous rappelle la présence en kiosque de nos deux numéros. D'abord le hors-série, Ukraine, la vérité du terrain, 2 ans d'hier en Ukraine, vu par les spécialistes, les experts d'Omerta, les journalistes d'Omerta présents sur le terrain depuis le début du conflit. Et puis le numéro 5 de notre magazine, l'enfance de tous les dangers, consacré à tous les dangers qui guettent nos enfants, l'ultraviolence, les sectes, le wokisme, l'éducation déstructurée. Ces 2 magazines, vous pouvez les retrouver dans plus de 5000 kiosques en France et sur notre boutique internet dont le lien se trouve en description de cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marc Rousset. Marc Rousset, bonjour. Bonjour. Vous êtes géopolitologue, vous êtes diplômé d'HEC, vous êtes docteur en sciences économiques, vous êtes aussi diplômé des universités américaines de Columbia et d'Harvard, et vous êtes aujourd'hui un spécialiste, on peut dire, des relations géopolitiques entre la France, l'Europe, la Russie, oui, mais aussi les États-Unis. Et c'est d'ailleurs le thème de votre ouvrage qui nous intéresse aujourd'hui. Notre faux ami l'Amérique pour une alliance avec la Russie, préfacé par le député vice-président de la Douma russe Piotr Tolstoï. Alors le sujet est vaste, mais intéressons-nous d'abord au titre que vous avez choisi pour cet ouvrage, Notre faux ami l'Amérique. En quoi l'Amérique, qui a aidé la France durant la Première Guerre mondiale, durant la Seconde Guerre mondiale, durant la guerre froide, est aujourd'hui devenue ce que vous appelez notre faux ami? Oui, j'apporterai même un petit bémol à ce que vous dites. Je pense que l'Amérique n'a jamais été un véritable ami. Et Charles de Gaulle, Éric Brancal a montré dans son livre L'ami américain, n'est-ce pas, où de Gaulle, à un moment donné, en Angleterre, il disait « je ne sais pas si je fais la guerre contre Hitler ou contre Roosevelt », n'est-ce pas. Comme vous le savez, Charles de Gaulle n'a pas voulu participer au 20e anniversaire du débarquement en disant que les Américains n'étaient pas du tout venus pour nous libérer, mais pour nous occuper, n'est-ce pas. L'AMGOT qui devait être mise en place par l'Amérique, c'était Allied Military Government of Territories. C'est-à-dire, c'était vraiment l'occupation et non pas la libération de la France. Alors là, je développe ce thème dans mon ouvrage. Il faut savoir que Lafayette, il n'est jamais allé libérer les États-Unis. Lorsqu'on envoyait, nous, Français, Lafayette en Amérique, c'était Louis XVI, s'il a fait la guerre, c'était la revanche du traité de Paris en 1763. C'était pas du tout pour les beaux yeux de l'Amérique. Il n'y a que les petits innocents qui croient encore à des monuments semblables. Donc cette Amérique, je me permettrai de citer également ce qu'a dit Kissinger, qui vient de décéder. Il faut se méfier. Si vous êtes un ennemi de l'Amérique, c'est dangereux. Si vous êtes un ami, ça peut être encore pire, ou ça peut être mortel. Voilà. Parce que l'Amérique, il faut bien le savoir, elle a ses alliés, ce qu'elle considère comme ses alliés, c'est sur le plan politique et militaire. Mais par définition de ses alliés, elle en fait des ennemis économiques. C'est-à-dire que pour l'Amérique, l'Europe est ce que les Américains appellent un peer competitor, c'est-à-dire un concurrent potentiel, comme on l'a montré avec Airbus, comme on pourrait le faire, l'Europe serait capable de le faire si elle redevenait véritablement l'Europe. Et donc, cette Amérique n'a jamais été depuis si vous regardez le parcours de l'Amérique, ça a commencé dès sa création, j'ai un chapitre à ce sujet d'ailleurs, en 1823, je crois, sur la doctrine de Monroe. C'est vous, les Européens, venez déjà pas mettre votre nez chez nous. Et puis, après l'expédition de Suez en 1956,
où là, la France et l'Angleterre ont dû plier devant le diktat américain. On peut dire qu'à ce moment-là, nous sommes vraiment devenus un protectorat de l'Amérique et nous sommes rentrés, l'Angleterre volontairement et puis la France et les autres États de l'Europe petit à petit. 1956 ayant été la dernière fois où l'Europe avait fait preuve de velléité d'employer la politique de la canonnière comme elle a fait à Suez. Donc, pour toutes ces raisons-là, les exemples abondent dans mes chapitres sur l'Amérique. Par exemple, lorsque De Gaulle avait voulu faire la bombe H, eh bien, à l'époque, c'était Johnson, je crois. On n'a pas voulu livrer l'ordinateur pour faire des calculs. Lorsqu'il y a eu l'expédition d'Irak, auquel Chirac n'a pas voulu participer, vous avez vu ce qu'on était en Angleterre, hein, les fried chicken, les French fries sont devenus les freedom fries, de la liberté. La France, ça valait moins que rien. Pourquoi ? Parce qu'on avait voulu simplement faire preuve d'autonomie et d'indépendance. Voilà ce que les Américains... Vous savez, j'ai fait ma coopération militaire au Québec et les Québécois disaient, ils aiment bien, même les Canadiens anglais, ils aiment bien les Canadiens anglais comme des moutons, si vous voulez. Voilà. Mais dès que vous faites prétention avec le côté folklorique, les Français, les fromages, le vin, etc. Mais dès que vous voulez devenir... vous dites, oh, mais quand même, il y a eu, je sais pas, il y a eu Louis XIV, il y a eu Napoléon, on a eu le maréchal Foch, on a eu des gens d'un certain niveau. À ce moment-là, l'Amérique, elle vous combat et elle fait tout pour vous écarter, quoi. Oui, mais alors justement, il y a eu quand même la construction européenne, il y a eu quand même les Européens, d'une certaine façon, se sont pris en main. Vous pensez que ça n'a pas permis... Je me permets si vous me permettez l'expression, de vous arrêter dès le début dans la construction européenne, et c'est un petit passage, votre question était très pertinente, mais vraiment la réponse qui me vient et qui jaillit à l'esprit, elle est immédiate. C'est ce qu'a dit Étienne Hirsch. Ça, c'est assez fort du café, parce qu'il faut bien comprendre que l'Europe a été faite dans un esprit fédéraliste avec Monet au départ, avec ses sbires ensuite, pour ne pas les nommer, pour faciliter la suggestion de l'Europe, pour que l'Amérique mette plus facilement le grappin sur l'Europe. Et Étienne Hirsch, qui a été le fondateur de l'ACK, a un jour vendu, je cite le passage dans mon ouvrage, a vendu la mèche à un doctorant, un élève danois qui faisait une thèse de doctorat d'État. Bon, et il lui a dit un jour, ça a été reproduit après dans des sources très sérieuses, Branca, etc., il a dit, vous savez, si on a créé la CK, c'est le fondement même, c'est la première... Vous pouvez rappeler ce que c'est que la CK ? Le traité de coopération sur l'énergie atomique, la CK, la coopération énergie, je ne me rappelle plus le sigle exact du CK. Non, c'était la Communauté européenne du charbon et de l'acier. C'est pas l'Euratom, excusez-moi. C'est pour ça que je trouvais que le sigle ne correspondait pas. Mais ce n'est pas du tout pour favoriser que les Européens puissent joindre leurs forces. Et puis qu'on ait une Europe puissance qui puisse maîtriser la technologie de l'acier, voire conjuguer ses efforts et avoir une industrie compétitive. C'était pour mettre en place une première institution fédéraliste. Voilà, et Étienne Hirsch a bien insisté auprès de cet étudiant en disant c'était pas du tout ça aurait pu être autre chose. C'était l'occasion unique et inespérée de pouvoir mettre en place cette première forme qui au départ était acceptable, parce qu'elle était très limitée et correspondait aussi à un intérêt européen par certains côtés. Aujourd'hui, ça a atteint une telle démesure que c'est devenu tout ce que entreprend l'Union européenne, très souvent, malheureusement, ça entraîne une suggestion vis-à-vis des États-Unis. Mais au départ même, dans l'esprit de cet adjoint, il a été commissaire européen, et puis je sais pas, il a tenu aussi d'autres responsabilités, je crois, dans le gouvernement français. Je ne sais pas s'il a été commissaire au plan ou pas. Eh bien, c'était uniquement
pour, comme a pu le dire cet autre écrivain là, qui a passé quelques années en Bolivie, vous voyez qui je veux dire, son nom m'échappe, le fils de bonne famille, là. Que l'Europe, c'était le sas de décompression quoi, des nationalités avant de rentrer dans le processus d'américanisation. Et c'est ça, si vous voulez, mon combat. Et moi, ce que je vois, et ce qui est très dangereux, c'est on voit ce qu'est devenue la France, qui est un pays avec une décadence qui est pratiquement, j'estime à un moment donné, irrésistible. Vous atteignez le coma dépassé. Mais l'américanisation, on va tout droit dans ce style, dans cet esprit. Et c'est pour ça, et c'est un des thèmes principaux de mon livre, et j'attire l'attention des auditeurs, c'est que je pense que la seule façon d'en sortir, c'est non seulement de revenir aux nations, parce qu'il est plus difficile et puis que ces nations travaillent ensemble, mais surtout aussi, en même temps, de se rapprocher de la Russie, qui, elle, si on se rapprochait de la Russie, ce serait dans un esprit de parité, et ce ne serait pas, alors c'est ce que disent du matin jusqu'au soir les BRICS, vis-à-vis de l'Europe, ce serait encore plus vrai, et non pas... Alors que si vous vous rapprochez des États-Unis, c'est pour entrer dans une suggestion qui est la nôtre. Regardez la langue, on perd notre langue. Ça, c'est très grave. La France est en train de perdre sa langue. Avec Macron et von der Leyen, on a institué l'anglo-américain, langue de travail officielle, maintenant quasi-officielle à Bruxelles. Tout ça, c'est très très grave. C'est-à-dire que l'Europe prend de plus en plus l'habitude de travailler qu'en anglais. Donc, cette année du président Macron, c'est des années absolument catastrophiques. Alors que l'Angleterre venait de quitter, on avait une chance d'en sortir, si on avait un dirigeant digne de ce nom, et on a un président bécasson européen qui nous amène sur cette voie de l'américanisation avec son discours en anglais à l'université d'Humboldt, en vendant Alstom à General Electric, voilà, en ayant une vision idyllique, abstraite de l'Union européenne, de l'Europe, et puis en ne voyant pas qu'il fait le malheur de la France pour une pseudo-puissance européenne qui n'a que faire de ses rêves. Voilà. Est-ce que le problème de l'Union européenne, c'est pas que sur un plan géopolitique, il y a des intérêts quand même qui sont fondamentalement, je dirais, différents, de par la géographie, l'histoire des pays baltes, de la France, de l'Allemagne, de l'Angleterre, etc. Est-ce que finalement, c'est pas un peu un attelage un peu de briquet de broc qui manque de cohérence, je dirais, stratégique, et qui s'offre aux États-Unis parce qu'elle est intrinsèquement en fait diverse, avec des intérêts qui sont divergents parfois, et finalement c'est pas un peu comment dirais-je un terrain de jeu un petit peu pour les États-Unis. Oui, vous avez entièrement raison. C'est pour ça que je ne crois simplement au mieux à une confédération européenne, où rentrerait d'ailleurs qui veut dans cette confédération européenne, parce qu'effectivement, vous avez des intérêts contraires. Vous avez le problème de la Pologne, les Pays-Bas, vous avez qui ont une vision pour des raisons historiques. Je dis, il faut passer par-dessus la tête de la Pologne, sinon on n'en sortira jamais. Et puis surtout, contrairement à ce qu'on a pu répéter du temps des années Chirac en particulier, il ne faut pas avoir cette idée de centralisation, qu'on va faire quelque chose du haut, et puis que tout le monde va, justement, nous sommes des peuples différents, avec des contraintes différentes, avec des intérêts différents, de vouloir prendre des mesures uniformisatrices. Il faut que... il y avait une expression qu'on employait du temps il y a quelques années. Il ne faut pas du tout que il faut que chacun marche
qu'il y ait des coopérations internationales. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est le pendant de tout ce que je peux prétendre défendre lorsque je parle d'Europe des nations. Je prends toujours l'exemple des cités grecques par rapport à l'Empire romain. Pourquoi est-ce que les cités grecques ont disparu face à l'Empire romain? C'est parce que, bon, elles ont eu quelques petites coalitions, mais elles n'ont pas tenu choc face à la puissance de l'Empire romain. Donc ce qu'il faut absolument, c'est pratiquer des coopérations, mais des coopérations consenties, limitées à 2 ou 3 pays. Pour, par exemple, faire un avion, pour un projet quelconque, où chaque pays va se retrouver intéressé, partie prenante, et non pas vouloir faire des projets qui nous arrivent comme ça, des décisions technocratiques européennes. On a déjà en France les départements, vous avez les régions, vous avez l'État français, puis vous avez en plus l'échelon européen. Et ça, c'est fondamental. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez qu'en Europe, on dit que l'influence américaine dans les institutions européennes, à Bruxelles notamment, via Madame von der Leyen par exemple, mais aussi en France, que l'influence américaine est omniprésente, est-ce que c'est quelque chose qui pour vous est une réalité? Est-ce que les États-Unis disposent aujourd'hui, on pourrait dire, d'agents d'influence conscients ou inconscients dans les sphères politico-économiques en France, mais aussi à Bruxelles? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater? Ben oui, parce que là, vous faites allusion à mon chapitre où je parle du problème de la soft power des États-Unis. J'ai développé le sujet d'une façon assez complète. Et c'est archi connu. Hein. Vous avez l'histoire des fameux Young Leaders. Par exemple, ça, c'est trop simple. Mais si vous voulez, nous vivons dans un monde, le monde occidental. Moi, je prétends qu'il est... j'ai mis du temps avant de comprendre ce que je vais me permettre de vous dire, et ce que je crois fondamental. C'est qu'en fait, vous avez une tête... Il y a une araignée, il y a une tête pensante de la pensée qu'on appelle occidentale, qui est en fait la pensée américaine. Parce que moi, je dis, l'Occident, ça n'existe pas, c'est l'Empire américain. Les choses sont claires. L'Occident, ça ne veut rien dire du tout. Ça part dans tous les sens. C'est un Commonwealth où les États-Unis, ils passent des accords avec l'Amérique, ils passent des accords avec l'Australie, il y a l'OTAN. Enfin, voilà. Si vous regardez une chose, c'est vraiment un Commonwealth qui est là uniquement pour assurer l'emprise des États-Unis dans le monde entier. Alors, sur le plan idéologique, c'est la commission trilatérale qui a été fondée par Kissinger il y a quelques années. Il y a 400 ou 500 personnes qui émettent des idées un peu prospectives pour se débarrasser des nations, en fait, qui rejoignent l'intérêt des États-Unis. Alors, qui maintenant le rejoignent un peu moins, parce que mais qui correspondent quand même aux intérêts américains. Puis vous avez, ce que je crois, moi, c'est les têtes opérationnelles de cette araignée. Pour moi, ce sont les conseillers d'État, c'est tous les secrétaires d'État qui sont à Washington. C'est eux qui glanent les idées des grandes entreprises américaines, de certaines, les fameux think tanks, etc., qui, à un moment donné, disent ça, c'est l'intérêt des États-Unis, on vous balance cela plutôt dans le New York Times ou dans le Washington Post, et quelques semaines ou quelques mois après, vous avez tout l'Occident, que on soit au Japon, qui répète cette doxa. Donc vous avez par le biais des bourses, par le biais des universités, alors il se trouve que moi je suis passé, mais je ne me suis pas fait américaniser. Et puis, vous avez eu, alors, c'est archi connu, par exemple,
tout le jeu de l'ambassade des États-Unis à Paris, par exemple, où tout le monde, Hollande, Sarkozy, tout le monde, quelques mois avant de se présenter à la présidence, on va faire, même du temps de Guy Mollet, même des gens comme ça à l'époque, on va toujours faire sa visite pour obtenir la bénédiction des États-Unis. Hein. Même Pinet, tous ces gens-là sont passés par cet exercice. C'est l'ambassade des États-Unis. Il n'y a certainement que De Gaulle qui a dû jamais y mettre les pieds, parce que alors lui, il a vraiment passé sa vie, ses 30 ans à combattre les États-Unis. Et l'américanisation des esprits, elle est un peu générale. On le voit dans le domaine de la culture, de la musique, de la diplomatie, alors, etc. Le poids des fondations, alors ça c'est autre chose, c'est la puissance américaine. Ça c'est une puissance, ça c'est pas volontaire, ça c'est le fait, comme la France du temps de Louis XIV ou jusqu'à la Révolution, Napoléon, etc. Alors effectivement, vous avez un rayonnement de toutes ces universités pleines d'argent qui attirent les chercheurs, vous rentrez dans le terme français pour think tank que j'ai oublié pour l'instant, parce que j'aime pas du tout parler l'anglo-américain. Pour tous ces gens-là aussi émettent des idées. L'Ukraine, je sais plus le nom du think tank en question, mais ça avait été bien vu dans je ne sais plus quelle année exactement, où on disait le point faible de la Russie, et c'est un think tank que je cite dans mon ouvrage, il disait si on veut toucher létalement la Russie, c'est justement par le biais de l'Ukraine, en faisant une guerre par procuration. Cette idée avait été déjà émise bien avant que même peut-être 2014. Je n'ai plus la date exacte. C'est cité dans mon ouvrage. Voilà, donc c'est un ensemble. Alors vous avez après ça c'est très direct. Lorsque vous êtes dans l'OTAN, qu'est-ce que vous voulez? Vous avez si on avait accepté la Communauté européenne de défense, j'en parle pas parce que à l'époque on se mettait vraiment pieds et poings liés dans les bras des États-Unis. Mais par toutes ces façons, que ce soit même les fondations des Rockefeller, même des fois vous avez cette emprise américaine sur le plan politique, sur le plan de la langue. Ça, c'est voulu. Hein. Lorsque les Américains sont arrivés au Vietnam, la première chose qu'ils ont fait, avec No Diem, je cite aussi ça dans l'ouvrage, c'est tout ce qui était bibliothèque français. Eux, ils font la guerre linguistique, l'Amérique, sans en avoir l'air. Hein. Voilà. Alors, ils acceptent les gens qui parlent mal leur langue. Bon, ça c'est vrai. Mais au Vietnam, ils ont tout fait pour... Alors, vous avez, avec l'aide des Australiens, parce que les anglo-saxons sont les anglo-saxons. Hein. Les Australiens sont eux qui sont chargés d'éradiquer la langue française au Cambodge, par exemple. Voilà. Là, vous essentialisez un peu. Dans votre titre, vous parlez de notre faux ami l'Amérique. Il y a bientôt les élections présidentielles. Est-ce que, quand même... Biden et Trump, c'est la même chose, ou est-ce que vous faites un distinguo entre les deux quand même? Oui, votre question est très pertinente. Alors, je suis tout à fait d'accord avec vous. Alors, j'ai bien pensé à cette objection. C'est que Trump, effectivement, sur le plan idéologique, l'idée d'intervenir à tout bout de champ pour pratiquer l'impérialisme américain en Irak, il dit ça coûte trop cher, il faut arrêter. Et il est un peu plus malin que la moyenne parce que de tous les présidents américains, c'est certainement le premier qui se rend compte, d'ailleurs ça faisait partie de l'ABC des stratégies géopolitiques, ne jamais faire en sorte que la Russie puisse se rapprocher de la Chine. Hein. Ça a été dit par Mackinder sur l'île du Monde, n'est-ce pas? Donc tout ça, Trump, il est le plus... et puis il est dans son Make America Great Again, il est en ce sens moins dangereux. Mais en même temps, sans en avoir l'air, en fait, il sera, à mon avis, aussi dangereux et aussi néfaste pour l'Europe, parce que il ne pratiquera pas des politiques d'intervention stupides comme l'Afghanistan, en ayant pas des chances de gagner, ou surtout l'Irak, par exemple, qui était une erreur fondamentale. Mais en Europe, pour négocier, pour défendre l'industrie américaine, pour mettre des droits de douane, alors là, il est capable d'être absolument terrible. C'est-à-dire que je pense que là, nous aurons vraiment
un pays qui va défendre ses intérêts de la façon la plus impérialiste possible, parce que ce sera l'intérêt de l'Amérique qu'un produit, mettre un droit de douane sur un produit ou d'obliger les Européens à acheter des avions. Ce sera pas un homme, un gentil Minet qui va revenir derrière les frontières américaines et qui va dire bon, l'intervention tout azimut, c'est terminé. Il pourra intervenir ponctuellement, mais pas d'une façon idéologique, sans utiliser des arguments idéologiques. Mais on sent que l'homme, il sera aussi dur. Il sera aussi dur pour l'Europe, même si son idéologie sera différente. Voilà. Mais l'homme sera très dur. Et donc, en ce sens, je crains autant Trump. Pour moi, ce sera toujours une forme d'impérialisme, mais un impérialisme qui sera un impérialisme national pour des raisons de puissance. Et chaque fois que je peux utiliser ma force, je l'utilise. Voilà. Alors ça, c'est une chose que l'on peut accepter plus facilement, personnellement, que j'accepte plus facilement que l'actuel impérialisme américain, qui repose toujours sur des belles idées idéologiques qui correspondent à rien et qui consistent à dire moi j'interviens partout, j'utilise la force quand ça me plaît, et puis les Européens, vous venez nous aider en Afghanistan pour rien du tout. Qu'est-ce qu'on est allé faire nous en Afghanistan? On se pose encore la question d'ailleurs. C'est complètement idiot d'être allé aider l'Amérique pour une guerre perdue en Afghanistan. Voilà. Alors vous, effectivement, on a compris que vous êtes très critique de cette américanisation et de cette fausse proximité avec ce que vous appelez, ce que certains appellent l'allié américain, et ce que vous appelez le faux ami américain. Et dans le même temps, vous vous prononcez pour une alliance avec la Russie. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous entendez par alliance avec la Russie? Oui. Alors, Alliance est un ancien responsable de l'entreprise qui vous parle. On ne va pas demain... moi, je dis à très long terme. Je dis bien à très long terme. Moi, je souhaiterais... Alors, le schéma point oméga, c'est qu'un jour, que l'Europe et la Russie se rapprochent, et que pourquoi pas, que nous ayons un accord militaire où la Russie, mais là on sera peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, si les choses évoluent bien, et qu'à terme, c'est ce que je souhaiterais, je pense que c'est le point oméga d'une politique intelligente, que la Russie puisse remplacer les États-Unis. Je dis bien, où nous aurions un véritable allié. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que alors là, c'est vraiment un problème que j'ai abordé à fond. La Russie, c'est pas du tout une menace pour nous, les Européens. Pourquoi c'est pas une menace? Parce que la Russie, elle est plus menacée, même si actuellement nous sommes au fin fond de notre mouise en France, alors que la Russie, après 20 ans de Poutine, est au fait de sa puissance. Civilisationnellement, géopolitiquement, depuis que la Russie est plus menacée même que l'Europe de l'Ouest. C'est un secret, l'obsession obsidionale, comme on l'appelle, pour parler un terme sophistiqué, des Russes, qui ont connu les invasions de tous les côtés. Il y a eu le monde musulman au début, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu des percées musulmanes qui étaient en même temps, presque, contrairement que ces gens savent, en même temps que la Russie devenait chrétienne orthodoxe, en 1987, Kazan en particulier. Vous avez, par le nord, vous avez eu Gustave Adolphe, et puis la bataille de Poltava. Vous avez eu Jean-Gengis Khan, qui est arrivé, voilà. Et puis par l'ouest, vous avez eu Hitler et Napoléon. Et donc, et puis vous avez toute cette Asie centrale, avec les Tchétchènes, le Caucase. C'est quand même, il y a eu Tamerlan, voilà. Donc la Russie, c'est un pays qui en plus a un gros problème, c'est qu'il y a plus de 20 et quelques millions de kilomètres carrés, et qu'il n'y a aujourd'hui, surtout après cette catastrophe qui a été l'explosion de l'URSS, qui n'a plus aujourd'hui que 142 millions d'habitants. Alors comment voulez-vous, à terme, assurer l'avenir, et c'est ce qu'a dit Poutine d'ailleurs, ce que je cite, il a dit, notre problème à nous, à terme, je le cite dans mon ouvrage, c'est le nombre, c'est-à-dire, si nous ne résisterons pas, l'histoire de la Russie dépendra du nombre que nous serons. Mais là, vous parlez d'une alliance entre l'Europe de l'Ouest et la Russie.
Mais pour être pragmatique, comment, dans votre logique, dans votre réflexion, comment y parvenir ? Convaincre des pays comme les pays baltes, la Pologne, l'Ukraine, ou une partie de l'Ukraine, l'Ukraine de l'Ouest, de nouer une alliance avec la Russie, alors qu'on sait que depuis des décennies, voire plus, ces pays, ces peuples, sont viscéralement concurrents, adversaires, voire ennemis des Russes. Viscéralement ennemis. Et d'ailleurs, votre question est aussi, je m'en suis employé toujours le terme, très pertinent, puisque là, ça répond à un de mes chapitres que j'écris sur l'américanophilie de la Pologne, en disant qu'il est aussi bien germanophobe que russophobe. Donc là, les choses sont très claires, Charles d'Anjou, je tiens à être très très clair, c'est que je ne suis pas un utopiste, je suis un ancien patron d'entreprise, je suis un homme réaliste. Bon. Donc moi, je l'écris, d'ailleurs, j'ai la réponse à votre question, c'est le dernier mot de mon chapitre sur la Pologne, il faut sauter ces pays-là. On ne va pas crever nous, on ne va pas s'abstenir de faire ce rapprochement nécessaire sur le plan de la survie européenne, aussi bien pour la Russie que pour l'Europe de l'Ouest. Et c'est ça, un des thèmes fondamentaux de mon ouvrage, c'est que cet intérêt de rapprochement de la Russie et de l'Europe, d'ailleurs j'ai compris ça 2 chapitres, il est aussi intéressant pour l'Europe de l'Ouest, ou une grande partie des pays européens, que pour la Russie. Voilà. Donc il faut... Moi, je dirais, vous savez comment il faut faire, c'est comme lorsque vous redressez une entreprise, etc. Il faudrait d'ailleurs commencer parce que la France se rapproche de la Russie. Ouais. Parce que, par exemple, si on devait quitter, moi, à mon avis, on va être obligé de quitter l'Union européenne, puisque ce pays va éclater, qu'on le veuille ou non, on va connaître une crise de 1923, vous allez avoir des dévaluations, ça va être terrible. Moi, je pense qu'un des premiers pays où ce sera ici, pour que la France reparte, c'est très clair. Il faudra quitter cette Union européenne avec l'Allemagne et tout. On ne va pas y arriver. Partis comme nous sommes, avec ce qui nous arrive actuellement avec Macron, c'est mission impossible. Et je peux vous dire, c'est un homme qui a dirigé des entreprises, qui était un dur, un optimiste. On m'appelait parfois Zorro. Ben là, je vous dis, Zorro, il dit non. Voilà. Alors, la réponse à votre question, soyons pragmatiques. Les premiers pays qui voudront d'abord se joindre à nous, s'il n'y en avait qu'un seul, eh bien, je ne sais pas ce qu'on fabriquera, on se rapprochera que de la Russie à la limite, voyez-vous. Nous, Français, on pourrait coopérer dans le spatial, coopérer dans le nucléaire. Voilà, notre niveau de vie va diminuer, il n'y aura plus d'Union européenne. Mais se rapprocher de la Russie, ça, à mon avis, ce serait intelligent pour repartir jusqu'à ce que peut-être après d'autres États comme l'Espagne, l'Italie nous rejoignent, l'Allemagne peut-être un jour parce qu'elle-même, on ne sait pas comment tout ça va évoluer. Donc si vous voulez, l'idée c'est un rapprochement d'abord de quelques États avec la Russie. Oui, parce que ce que vous dites, c'est un petit peu la situation qu'il y avait avant les sanctions, avant la guerre en Ukraine, puisqu'on sait que la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne avaient l'Autriche, avaient des relations économiques, commerciales, culturelles très développées avec la Russie, et que depuis 2 ans et demi, les choses se sont effondrées, etc. Mais cette proximité de l'Europe de l'Ouest, enfin des puissances économiques européennes que sont les pays de l'Ouest européen, elle était finalement, cette proximité, elle était déjà présente avec la Russie. D'ailleurs, Todd l'a dit, je pense que mon livre, je dis bien, il est au moins aussi intéressant, je ne veux pas être trop prétentieux, mais je le pense profondément que le livre de Todd, avec tout ce que je peux développer. Mais à mon avis, cette Union européenne, ça va exploser, ne serait-ce que parce que nous, Français, nous aurons été des incapables. L'euro, moi j'ai défendu l'euro, cher monsieur, au départ. Mais étant donné notre incompétence, l'euro, maintenant, ça devient un boulet. Voilà. Il le dit très justement, et ça je le pense, c'est qu'un jour ou l'autre, avec tout ce qui va se passer en Ukraine, une fois que la Russie aura gagné, qu'elle gagne totalement, moyennement, mais de toute façon elle va gagner, et l'Allemagne, un jour, se rapprochera à nouveau, ne serait-ce que parce qu'elle va voir tout ce qu'elle perd en industrie. J'ai très analysé, je défends. Moi, je dis, on pourrait faire quelque chose France-Allemagne. Mais le jour où il y aura des gens de l'AfD au pouvoir en Allemagne, n'est-ce pas ? Et ça, je défends je présente dans mon ouvrage les idées de l'AfD et de Maximilien Krah,
qui est un garçon qui aurait pu signer certains de mes ouvrages. Hein. Ce qu'il dit, c'est pas du tout un excité. C'est un monsieur qui écrit à peu près, qui dit comme un Allemand, comme Oscar Lafontaine, même si c'est un homme du SPD. Mais vous avez des gens d'Allemagne qui ont le courage de dire que c'est les Américains qui ont fait sauter Nord Stream, qu'il faut que les Américains quittent Rammstein. Vous avez un bonhomme qui s'appelle Oscar Lafontaine. Et puis vous avez les gens de l'AfD qui ont des penseurs bien supérieurs aux gens du RN, hein, je tiens à le dire. Cette guerre en Ukraine, elle a finalement précipité ces pays qui avaient des relations économiques, industrielles, culturelles très développées, notamment pour la France et l'Allemagne, avec la Russie. Elle les a précipités dans les bras des Américains finalement. Oui, c'est-à-dire qu'ils y étaient. Bon, ils y étaient déjà dans la mesure. Hein, en 2022, vous avez vu, l'Allemagne, elle a acheté des Rafales, elle a acheté des F-35 hein, par les achats de la politique d'armement militaire. Mais en fait, c'est un manque de courage parce que je crois que si vous interrogez des Allemands pas trop bêtes. À mon avis, 80% des Allemands doivent plus ou moins savoir ou être conscients que c'est vraiment les Américains qui ont fait sauter Nord Stream. Mais les gens qui sont au pouvoir n'ont pas le courage de le dire. Ça montre à quel point ce pays est complètement sous suggestion américaine. Même le journaliste américain Seymour Hersh, n'est-ce pas, il a fait savoir, je l'ai rajouté un tout petit rajout dans mon ouvrage, il paraît-il qu'une des raisons pour lesquelles tous les États américains, européens n'auraient pas réagi lorsque Nord Stream a explosé, eh bien, c'est parce que les États-Unis s'étaient permis de faire savoir peu de temps avant de faire sauter pour de bon Nord Stream, qu'ils allaient faire sauter Nord Stream, quoi. Il paraît que ça a été annoncé, voilà, et personne n'a eu... voilà. Alors à partir de ce moment-là, comme ça avait déjà été annoncé par les canaux les plus secrets, bon, les gens se sont trouvés, ne pouvaient plus dire, tout le monde a baissé les yeux et a accepté cette honte, quoi, de s'être fait sauter un gazoduc chez soi. Donc, pour toutes ces raisons-là, nous sommes rentrés aussi dans ce problème. Ces personnes on voit bien, ils sont tellement sujets à l'américanisation, parce qu'ils ont tous été young leaders, que l'idée même simplement que Trump arrive, mais qu'est-ce que nous allons devenir si on ne fait plus partie de l'OTAN ? Voilà où en sont les dirigeants européens. Moi, lorsque l'Angleterre a quitté le Brexit, j'ai dit c'est une bonne nouvelle pour la France. J'étais une des rares personnes à me réjouir que l'Angleterre quitte le Brexit, parce que pour moi c'est le monde anglo-saxon, et j'ai un chapitre qui est consacré à cela. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que j'ai une vision gaullienne, j'ai une vision patriote des choses, alors que nous sommes dirigés par des gens qui sont des valets de l'Amérique, qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, qui n'ont même... voilà, c'est ce qui caractérise le monde une idée générale que je tiens à dire publiquement, c'est ce qui caractérise nos dirigeants. C'est qu'ils ne sont capables de prendre des décisions à l'emporte-pièce sans absolument mesurer les conséquences de leurs décisions. Regardez comment on a les sanctions avec la Russie, regardez les décisions que vient de prendre Macron avec comment on dit. C'est des trucs à l'emporte-pièce, on se parle, on prend une décision comme ça, on ne mesure pas du tout les conséquences, quoi. Alors justement, il y a un point commun entre les États-Unis, la Russie ou encore la Chine, c'est que ce sont des monstres géostratégiques à sang-froid, qui sont ultra pragmatiques et qui défendent en permanence une seule chose, leurs intérêts. Oui. Et on l'a vu en Afghanistan, puisque les Américains, après 20 ans de guerre contre les talibans, ont signé en moins de 6 mois un accord de paix avec eux. Ce qui veut dire que l'ennemi d'hier, eh bien, on peut tout à fait s'arranger, s'accorder avec lui, éventuellement au détriment de ses alliés d'hier. Est-ce que concernant l'Ukraine, il vous paraît crédible de penser que, eh bien, si par exemple Donald Trump est élu,
il puisse tout simplement lâcher Zelensky en race campagne et imposer aux plus bellicistes des nationalistes ukrainiens un accord de paix avec la Russie. Est-ce que c'est quelque chose qui vous semble crédible ? Oui, d'ailleurs, il y a des bruits qui ont circulé tout récemment à ce sujet. On peut imaginer, il paraît que ça a déjà commencé, des discussions entre Trump et Poutine à ce sujet. Ce sera effectivement, étant donné le nombre de morts actuellement du côté russe, moi j'estime qu'il doit y avoir à peu près 60 000, 70 000 morts à peu près. J'en vois plutôt au moins 500 000 du côté ukrainien, au minimum de 1 à 8. La négociation, ce sera, qu'est-ce que Trump est... vous connaissez, comme il a dit, c'est où je m'entends avec Poutine en fonction de ce qu'il veut garder, si je suis d'accord avec, s'il veut garder. Sinon, j'ai un moyen de pression, c'est que je peux augmenter à ce moment-là pour dire que Trump, c'est pas du tout le petit boy scout, c'est pas au nom d'idéologie. À ce moment-là, s'il n'est pas content du résultat de sa négociation avec Poutine, il dira, à ce moment-là, moi je vais augmenter l'aide militaire états-unienne à l'Ukraine. Voilà, c'est-à-dire que ça va se jouer par une négociation, pour moi, qui sera, si j'étais Poutine, étant donné le temps de travail pour lui, je prolongerai le conflit d'une façon délibérée jusqu'à ce que je puisse stratégiquement récupérer ce qui serait historiquement aussi justifié, jusqu'à ce que je puisse récupérer Novorossiya jusqu'à la Transnistrie. Pour moi, ce serait l'objectif à atteindre, si j'étais lui. Kharkov aussi, Kharkiv, comme disent les Ukrainiens. Kiev, ça on peut mettre un point d'interrogation, même si c'était la capitale à l'origine de la Russie. Donc on voit bien comment les choses vont se passer. Ça va être une négociation de savoir qu'est-ce que... Au point de vue territorial, le minimum que sera prêt d'accepter la Russie, est-ce que ça correspondra aux souhaits de Poutine? C'est-à-dire que vous allez avoir une négociation pour que, si possible, qu'Odessa reste toujours un accès pour l'Ukraine, le nouvel État ukrainien. Ou alors, donc ça va être les armes qui vont décider. Actuellement, les armes parlent plutôt en faveur de la Russie, mais il faut connaître être bien placé pour connaître l'état exact de la situation militaire, de savoir ce que Trump est prêt à accepter ou pas, et de ce que Poutine, et de ce que les Siloviki acceptent ou pas aussi, parce que on a déjà reproché, comme vous le savez, cher monsieur, on a reproché déjà à Poutine en 2014 de ne pas être allé jusqu'à prendre Odessa. Dugin l'a reproché à Poutine. Dans ce grand jeu mondial, on voit que la Russie parle aux États-Unis à propos de la guerre en Ukraine. On voit que les Chinois sont aussi dans les négociations. On voit que les pays arabes jouent les intermédiaires, notamment pour les échanges de prisonniers ou les échanges de morts entre Russes et Ukrainiens. Et dans cette discussion où en fait beaucoup de pays se parlent, des Arabes, des Asiatiques, etc., on a l'impression que les Européens et les Français sont totalement sortis du jeu et finalement observent ce que les grands de ce monde sont en train de négocier, etc. On a l'impression qu'on est complètement sorti du jeu. Oui, on est juste capable de dire des discours grandiloquents style Macron pour envoyer des troupes en Ukraine, soi-disant, de débloquer parfois quand même des milliards d'euros. Et puis, en fait, nous sommes...
L'Europe, c'est, comme vous le savez pertinemment, c'est archi connu, elle s'est déconsidérée le jour où elle n'a pas eu le courage, c'est la raison principale de la guerre en Ukraine, de ne pas avoir eu le courage de faire respecter les accords de Minsk. Donc ce jour-là, Poutine, lui-même, il a reconnu s'être fait rouler, parce que on ne roule pas facilement Poutine dans la farine. Mais là, c'est ça aussi que j'ai toujours pensé, que c'est Poutine, il a une inclination européenne. Il ne faut pas oublier que c'est nous, les Européens, qui avons repoussé les avances de Poutine. Vous parlez de Hollande et Merkel, notamment, qui ont reconnu que mais globalement, Gorbatchev, tout ça, stratégiquement et géopolitiquement, la Russie a voulu se rapprocher. Dès 1989, c'est là où les Européens ont fait alors Mitterrand, à un moment donné, a essayé de faire sa confédération des États européens. Il était dans le vrai, n'est-ce pas? Et puis très vite, avec les pays de l'Est, comme vous venez de le faire remarquer, plus les influences américaines, ces velléités de faire une confédération des États européens sans les États-Unis, eh bien, ça n'a pas résisté aux assauts de l'Amérique et puis des pays de l'Est, comme vous l'avez, voilà, un exemple de divergence de points de vue qui ont fait que cette confédération des États européens n'a pas pu voir le jour parce qu'elle englobait trop d'États et c'est pas de cette façon qu'on pourrait se rapprocher de la Russie. Moi, je crois qu'il faudra que ce soit quelque chose de pragmatique, en commençant par le pays qui a certainement le plus intérêt le jour où ça va vraiment très mal se passer en France, où peut-être que le revenu des Français sera divisé au moins par deux. Ce sera de se rapprocher, par contre, d'une coopération avec la Russie. Là, nous y trouverons un intérêt certainement très grand pour les matières premières. Vous savez, alors, je développe tout ça dans mon ouvrage, hein, le nucléaire avec les Arabelle et Rosatom, le spatial, ce qu'on avait, c'est Brejnev qui nous a donné la poudre pour permettre de faire sortir. Voilà. Donc il y a des tas de possibilités de coopération, puisqu'il y a complémentarité entre la Russie avec ses matières premières, et puis des États comme nous qui avons besoin et d'énergie et de matières premières. La réalité économique, industrielle, etc., montre que effectivement, il y a des coopérations. Les Russes ont besoin des technologies européennes, de l'industrie européenne aussi dans une certaine mesure. Les Européens ont besoin de l'énergie à bas prix russe, du pétrole, du gaz, un certain nombre de choses. Mais beaucoup des commentateurs occidentaux, notamment en France, quand ils parlent de la Russie, eh bien, ils expriment une haine un peu irrationnelle, peut-on dire, qui ne tient pas compte de ces réalités économiques, industrielles, etc., mais qui exprime un rejet sur les valeurs fondamentales que portent les Russes, pas seulement Poutine, mais aussi le peuple russe, notamment sur ce mélange, cet équilibre entre valeurs traditionnelles et spirituelles, qui est pour ces commentateurs, pour ces experts de la Russie vue toujours de Paris, eh bien absolument insupportable. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez pu constater? Je développe ça dans mon ouvrage, cher monsieur, mais alors je cite aussi Cyril, qui a écrit des choses extraordinaires, très profondes. Oui, l'idéologie orthodoxe, personnellement, je suis agnostique, je suis catholique romain, mais me parle davantage à l'âme que ce que disent notre pape actuel, hein, qui est un franc-maçon qui n'en porte pas le nom. D'ailleurs, il y a un cardinal italien qui vient de sortir un petit pamphlet qui va faire le tour du monde, qui décrit ça d'une façon merveilleuse. Hein, et voilà. Alors ça, c'est un des thèmes fondamentaux également que je défends, parce que ce que vous venez de dire, d'abord, c'est la raison de la haine de ces dirigeants, qui eux sont des idéologues droits de l'homiste, laïques, etc. Donc, alors que Poutine, c'est famille, patrie, travail, voilà. Donc, alors tout ça, c'est une raison de cette haine. Il parle, lui, son peuple est dispersé, il dit, moi les frontières, soi-disant que ça n'a plus intérêt, non, moi ce que je veux, j'ai un peuple qui actuellement ne fait plus que 145 millions d'habitants, moi je veux récupérer au moins, 10 ou 15 millions d'Ukrainiens, je vais récupérer, il a raison,
la Biélorussie, après certainement ce sera le nord un jour du Kazakhstan, mais pourquoi ? Parce que cette URSS a explosé d'une façon complètement lamentable. Bon, mais il ne veut pas envahir l'Europe pour autant, il veut simplement rassembler son peuple, et si la Russie veut devenir demain une grande puissance internationale, il lui faut à peu près 180 à 200 millions d'habitants. C'est la chance qu'a la Russie, c'est d'avoir un espace, mais si il lui manque des habitants, et c'est une des raisons aussi fondamentales pour lesquelles elle avait intérêt à faire des guerres stratégiques en Ukraine, parce que c'est sa survie qui en dépend. Hein. Je ne vais pas rabâcher ce qu'a pu dire Zbigniew Brzezinski sur l'Ukraine. Donc alors ça c'est le premier point qui explique cette haine stupide, fondamentale, et je le développe énormément dans mon ouvrage, cette idée. Voilà. Et puis alors ça c'est sur le plan donc de géopolitique en somme. Pourquoi il y a cette haine ? Et puis en même temps c'est un corollaire de cette même idée que je défends, et c'est pourquoi je crois tellement à ce rapprochement qui est une notion de vision à long terme entre l'Europe de l'Ouest et la Russie, c'est de faire un monde européen, de trouver en Asie, le russe, c'est l'européen. Hein. Vous allez à Séoul, on vous dit l'Europe à 2 heures d'avion de Séoul. Hein, voilà. Et donc c'est de faire un projet qui correspond à une proximité géographique, de faire un truc, alors j'ai tous les concepts de Mackinder, je peux vous en parler, qui est un truc extraordinaire. Hein. On rapproche la France, on a en plus accès à l'Arctique, on a l'Atlantique, le Pacifique. C'est une position rêvée dans la War Island. Mais c'est surtout, et ça aussi, c'est expliqué dans mon ouvrage, c'est de faire une civilisation européenne complète, dans un esprit du XXIe siècle. L'enjeu étant, pour moi, c'est que le monde européen garde le contrôle de la Sibérie. Et nous, Européens, on doit se considérer comme l'interland de la Russie pour aider la Russie à garder son emprise sur la Sibérie. Et au point de vue des valeurs, eh bien, c'est construire un ensemble civilisationnel qui est du même ordre de grandeur que lorsqu'on parle de la civilisation arabe, de la civilisation hindoue, de la civilisation même papouasienne, aussi limitée soit-elle. C'est un ensemble. La religion catholique, chrétienne orthodoxe et catholique romaine, au départ, c'était une seule et unique religion, avec le schisme en 1054 à Byzance. Et donc, c'est les 2 poumons chrétiens de l'Europe. Voilà. Et donc, Poutine, il accepte l'islam, mais il veut pas du tout. Il sait que les musulmans en Russie, c'est leur pays, il veut bien les traiter, mais dans la mesure, où ils jouent la carte russe, c'est pas comme on fait les Tchétchènes. Alors, sur là, tout marche très bien, quoi. Mais il n'accepterait pas que des gens, d'ailleurs, il continue à pourchasser, avec l'aide d'ailleurs des autorités islamiques, les djihadistes en Russie, c'est officiel. Justement, c'est une des raisons pour lesquelles il est allé faire la guerre en Syrie. Justement, c'est un point très intéressant que vous soulevez, c'est que Poutine, qui est décrié dans beaucoup de médias mainstream en France comme personnage d'extrême droite, etc., a en réalité su créer, après la chute de l'URSS et les velléités indépendantistes du Tatarstan, de la Tchétchénie, des républiques du Caucase, a su créer une véritable unité des orthodoxes, des slaves, mais aussi des tatars musulmans, des tchétchènes, des ingouches, etc., autour du drapeau russe, et qui fait qu'aujourd'hui, vous le disiez à l'instant, les Tchétchènes sont partis combattre en Syrie pour soutenir Bachar el-Assad, mais ils sont aussi en Ukraine, dans les contingents de l'armée russe, contre d'ailleurs les Tchétchènes qui sont eux partis dans les années 90, au début des années 2000, et qui sont opposés au régime de Kadyrov, qui, eux, soutiennent qui sont très Zelensky. D'ailleurs. Il y en a, je ne sais pas, 10 du côté de Kadyrov, il doit y avoir la moitié d'un du côté des Tchétchènes terroristes. Ils sont beaucoup plus nombreux, Dieu merci d'ailleurs, tant mieux pour la Russie. Voilà, mais tout cela,
C'est ça qu'il faut bien voir, c'est que ça repose, c'est un tout, c'est que les musulmans jouent le jeu parce qu'ils sentent qu'il y a un pouvoir fort, ils respectent l'autorité de Poutine, qui a fait la guerre comme un russe, n'est-ce pas, il a employé des termes, vous connaissez, on ira les buter s'il faut jusque dans les chiottes, hein, les Tchétchènes, qui disaient, alors que les Tchétchènes de leur côté disaient, si vous croyez trouver aussi dur que nous, vous allez avoir des difficultés. Bon, le jour où ils ont pris des bombes sur la capitale de la Tchétchénie, ils ont commencé à comprendre. Et ça, c'était une des grandes raisons. C'était le tournant, d'ailleurs, de la prise du pouvoir par Poutine. C'est là où ça s'est joué, parce que tout se mérite dans l'existence. Ce n'est pas les couards qui nous dirigent actuellement. Poutine a été un homme habile, intelligent et courageux. Hein. Lorsqu'il a fait la guerre en Tchétchénie, la première guerre, elle avait été à moitié perdue. C'est lui qui a vraiment véritablement gagné la deuxième guerre de Tchétchénie. Et lorsque les Tchétchènes ont vu qu'ils avaient un homme courageux, qui ne leur voulait pas de mal, qui pouvait pratiquer leur religion dans la mesure où tout se passe bien, et encore au Daghestan, lorsqu'on voit une bombe ou deux qui pète, d'ailleurs on n'en parle plus, hein, certainement que ça doit barder très très fort là-bas, on rigole pas, on ne pratique pas le droit de l'homisme dans ces moments-là. Hein. Voilà, donc c'est un homme intelligent. Et moi, Poutine, je l'ai écrit aussi dans mon ouvrage, il est perçu comme un extrémiste. Vous vous rappelez toutes les âneries qu'on a pu dire sur nos antennes au début de l'intervention russe. Non, pour moi, Poutine en Russie, c'est un centriste. C'est un centriste au sens russe du terme, parce que dans les silokivistes, les gens, il y avait beaucoup plus de gens du style Prigogine, où eux, il y a peut-être depuis pas mal de temps qu'ils auraient déjà mis une petite bombe tactique nucléaire quelque part en Ukraine. Or, Poutine a eu pour l'instant la sagesse d'essayer de contenir tout cela. N'oublions pas, je le répète, qu'en 2014, il avait la possibilité de prendre Odessa. On lui a reproché d'ailleurs. Il a estimé qu'il venait de prendre Sébastopol, la Crimée, qu'il avait un petit bout du Donbass. Bon, voilà. C'est un homme, c'est pas Bonaparte, Poutine. C'est un homme consciencieux qui peut avoir à long terme des buts équivalents à ceux de Bonaparte, mais qui n'est pas d'ailleurs, il était au KGB. Il ne faisait pas partie des troupes de choc en tant que tel. Mais il est cultivé, cet homme. Il a pratiqué les sports de combat. Il a toutes les qualités d'un grand dirigeant. Moi, je pense que s'il continue comme ça sera peut-être non seulement il n'est pas fou, mais pour moi, je le considère, je l'écris dans mon livre, ce serait certainement un des plus grands hommes d'État de la Russie. Je dis bien qu'il sera peut-être à terme considéré encore un plus grand homme d'État que Pierre le Grand. Moi, je pense qu'il est parti pour. S'il tient le coup jusqu'en 2036. Alors, vous faites une analyse un peu même anthropologique de Vladimir Poutine. On pourrait faire la même du président chinois ou du président Biden, du président Trump, enfin d'un certain nombre de dirigeants qui resteront finalement, malgré qu'on soit d'accord avec eux ou pas, etc., mais qui resteront dans l'histoire de leur pays, dans l'histoire mondiale. Qu'est-ce qui manque aux dirigeants européens pour se hisser au niveau d'un Poutine, d'un Biden, d'un Trump, d'un Xi Jinping, etc. Alors ça, c'est... d'abord, c'est le courage. Pour beaucoup, c'est aussi l'histoire, les capacités de réflexion. On en est là. Hein. Un homme comme Macron, vous savez qu'à l'ENA, aujourd'hui, on n'apprend plus l'histoire, mais c'est un homme qui a des lacunes historiques terribles. Quoi. Même géographique, on n'en parle pas, avec la Guyane, etc. Donc, on n'a plus des hommes d'État. Poutine, pour moi, c'est un homme d'État courageux. Alors, homme d'État, ça veut dire être courageux, ça veut dire avoir du bon sens, et puis ça veut dire avoir aussi une sacrée culture historique, et prendre des décisions, non pas en fonction des derniers sondages, ou comme nous le vivons actuellement dans nos démocraties, ou à faire n'importe quoi, comme actuellement nous le vivons avec M. Macron, mais avec une vision à terme, et une vision futuriste des choses. C'est-à-dire que Poutine, il place ses pions, il attend, à mon avis, par exemple, un jour ou l'autre, inexorablement, la Biélorussie va rentrer dans le giron de la Russie. Il prend son temps, voilà.
Et là, j'attire votre attention sur ce fait, on n'a jamais fait la comparaison, mais moi, je l'ai écrit d'ailleurs dans mon ouvrage, je pense que si Poutine, d'abord j'étais un des rares géopoliticiens, je tiens à le dire, à dire une semaine avant l'intervention militaire en Russie, pour dire que j'étais sur Télé Liberté, que si M. Poutine n'avait pas le courage d'intervenir militairement en Ukraine, pour moi, ce ne serait plus un grand homme d'État. On peut m'écouter sur Télé Liberté. Là. Et je dis bien que si Poutine n'était pas intervenu le 22 février 2022, comme il l'a fait, il aurait fait la même erreur que la France a faite en 1936, lorsque Hitler a réoccupé la Ruhr, et que nous n'avons pas pu, parce que les Anglais se défilaient, et Gamelin estimait qu'on n'avait pas assez d'aviation, soi-disant, et Hitler n'a jamais compris d'ailleurs. Ce jour-là, il a eu la peur bleue de sa vie, quoi. Puis il a dit lui-même après qu'il n'a jamais compris. Il ne faisait pas le point encore à l'époque. Eh bien voilà, donc Poutine, c'est un homme courageux qui prend des décisions réfléchies et qui, lorsqu'il fait la guerre, c'est... Même là, on l'a forcé à faire la guerre. Hein. Il n'a pas voulu la guerre. On l'a contraint à faire la guerre. Parce qu'on l'a poussé dans les cordes. Quoi. C'était où il perdait la face. Et à mon sens, s'il n'avait pas fait la guerre, là, la Russie, les gens ne le savent pas, mais c'est ce que j'écris lorsque je fais cette comparaison en 1936, c'était le début, c'était à mon avis, c'était c'était mortel à terme pour la Russie. D'avoir une autre civilisation slave aux portes. C'était un modèle, alors aussitôt le modèle de la consommation, regardez ce qu'est devenu l'Occident, c'était introduire le poison de la démocratie occidentale par le biais de l'Ukraine en Russie. Et Poutine, en intervenant en Ukraine, a des des raisons géopolitiques, mais a des raisons aussi civilisationnelles du modèle dangereux que pourrait représenter une Russie décadente, quoi. Et or, la décadence, cher monsieur, ça commence toujours très bien. C'est ça qui est terrible. Parce que c'est le moment où on jouit, c'est le moment où on vit très bien, et comme les Français en 68, n'est-ce pas? Ça commence toujours très bien, les libertés. On fait ce qu'on veut, on rigole, on jouit, on fait tout ce que nous passe par la tête. Quoi de plus agréable pour l'existence? Mais à terme, au bout de 40 ans, passé, nous voyons où nous sommes en France, où je pense que la décadence, elle n'a pas du tout commencé après Mitterrand, mais elle a bel et bien commencé, puisque je fais partie des générations témoins, elle a bel et bien commencé en 1968. Alors comment, justement, selon vous, se terminera cette guerre en Ukraine ? Eh bien, elle se terminera par... elle ne peut pas se terminer par la défaite de la Russie, ça c'est une certitude absolue, puisque la Russie, si elle est acculée ou pour une raison quelconque, elle utilisera les armes tactiques nucléaires, sinon Poutine y perd sa place. Ça se terminera soit par l'écroulement des forces ukrainiennes. Regardez ce qui s'est passé en 18. C'est pas impossible un jour que le front s'écroule subitement. C'est une possibilité. Il est plus probable que les États-Unis feront tout pour que le front ne s'écroule pas, et que ça se terminera par surtout si Trump prend le pouvoir, par une négociation Trump-Poutine en fonction des territoires que voudra récupérer Poutine et des territoires que Trump pensera pouvoir accepter de lui laisser, en allant certainement lui aussi jusqu'aux limites de ses possibilités de négociation. Marc Rousset, merci d'être venu pour ce grand entretien. Chers amis, n'oubliez pas de liker, partager cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne YouTube et de vous procurer l'excellent ouvrage de Marc Rousset, Notre faux ami l'Amérique pour une alliance avec la Russie. Et je vous dis à très bientôt.